Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour les actus de la semaine. Plutôt calme quand même cette semaine. Bon, heureusement, on peut pas avoir des semaines à chaque fois avec 15 milliards de trucs. Oui, c'est à la fois calme et rempli, c'est-à-dire qu'on est giga occupé. Après, forcément, pour des actus intéressantes à vous raconter, il n'y a pas 50 milliards de choses non plus. Mais le sujet principal qui nous occupe en ce moment, c'est nos travaux, du coup, qu'on a commencé depuis à peu près 2 semaines, je dirais, entre le moment où on y a vraiment mis les pieds, etc. Ça y est, on a fini tout ce qui est démolition. On a retiré, pour ceux qui suivent un peu sur Instagram, il y avait un ciel nuage tout moche. On a retiré des cloisons. On a évacué les gravats, surtout à la déchetterie. Ça, c'était la grosse épopée de vendredi. Et franchement, on n'était que tous les deux avec Julien. On avait du coup un de nos parents qui nous a prêté sa remorque. Et franchement, dès qu'on est arrivé, je me suis dit, mais quelle galère, parce qu'en fait, le local, il est situé dans une artère très passante qui est en sens unique. Et en fait, si vous prenez... la voiture est grande quand même, je sais pas combien elle fait de mètres de long. Voiture plus remorque, globalement, vous prenez 3 places d'une voiture normale. C'est ça, et en fait, il n'y a pas eu de place. Et t'es là, on sait pas ce qu'on fait, parce qu'en plus, c'est tellement passant qu'on peut pas s'arrêter devant le local, vu qu'il y a déjà des voitures. D'ailleurs, ça me saoule un peu. C'est que moi, du coup, j'y vais quasiment tous les jours depuis 2 semaines sur le chantier. Et en fait, t'as des voitures qui ont pas bougé depuis 2 semaines. Et je sais pas, je suis pas sûre que t'aies le droit de te garer comme ça, de pas bouger ta voiture ou de stocker des voitures dans la rue comme ça. En théorie, ou alors c'est des gens qui utilisent très peu leur bagnole, mais c'est évident que normalement, si tu te sers de ta voiture pour aller faire tes courses ou pour aller travailler, elle est censée ne pas rester 2 semaines au même endroit, quoi. Et c'est sûr que du coup, nous, c'était juste devant le local, parce qu'en soi, nous, en plus, moi, quand j'avais visualisé le truc, je me suis dit, tranquille, local en rez-de-chaussée, vraiment, on a très peu de distance jusqu'à la rue, pas d'escalier, je me suis dit, ça va être nickel. Et la grosse problématique, c'était la voiture. Donc, heureusement, on a eu un coup de chance. Il y a une résidence juste en face avec un parking et leur portail étant pété, on s'est allègrement utilisé leur parking. Bon, c'était la journée. De toute façon, les gens étaient au boulot, il y avait personne sur le parking, mais on a allègrement utilisé leur parking. D'ailleurs, on a croisé le propriétaire. Oui, punaise, parce que du coup, forcément, en plus, on galérait à manœuvrer la remorque. Parce que le parking n'était pas très grand non plus. Ouais, le parking était pas très grand, la voiture est grande, la remorque est longue, et en fait, je sais pas comment dire, mais en fait deux voitures, enfin une voiture plus une remorque, ça faisait en gros que quand à chaque fois qu'on voulait braquer, en fait la remorque se mettait tout le temps en portefeuille, elle était particulièrement difficile à... Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que comme la voiture est très longue et la remorque est plus courte que la voiture, en fait, c'est là qui rend normalement quand vous avez ce qu'on appelle par exemple, quand vous voyez un semi-remorque faire des manœuvres, en fait, ce qu'on appelle le tracteur, donc l'avant du camion est très court, la remorque est très longue, donc c'est facile de manœuvrer. Mais quand vous vous retrouvez, nous, comme dans notre cas, on avait une voiture qui était très longue avec une remorque qui était beaucoup plus courte. En fait, elle se met en portefeuille, peu importe dans quel sens vous tournez le volant. Si vous n'êtes pas parfaitement droit pour reculer en ligne droite, vous arriverez jamais à la manœuvrer, quoi. C'est ça. Et du coup, pendant qu'on faisait la manœuvre, il y a un monsieur qui vient de nous parler, et franchement très sympa. On prend le temps de discuter un peu avec les voisins, parce que du coup lui on le connaissait pas du tout. Par contre son immeuble il est gigantesque. Il a dit c'est lui qui avait racheté l'immeuble entièrement. Il a dit on est propriétaire, donc je suppose qu'il est avec des associés. Mais ouais, il a racheté un immeuble, c'est l'immeuble qui est juste en face d'une autre. Nous, il faut savoir c'est un immeuble récent qui doit faire un R+4, je crois. Ouais, Nous on a que le rez-de-chaussée, ça fait déjà 300 mètres carrés. Et donc globalement, si on avait tout l'immeuble, ça ferait 1500 mètres carrés globalement. Et lui, il a l'immeuble qui est juste en face, qui est plus haut, je pense que ça doit être un R+6. C'est exactement ce que j'allais dire, un R+6. Et il a l'air plus large aussi, donc je pense qu'il doit y avoir... puis il est profond pareil, donc je pense pas qu'il doit y avoir 400 mètres carrés par plateau. Donc tu fais 400 mètres carrés fois 7 étages, en comptant le rez-de-chaussée. Plus il a un parking où on peut mettre, je pense, entre 25 et 30 voitures à vue de nez. Donc ouais, un gros immeuble. Et puis il roule en grosse BM et tout. Ouais, puis il m'a dit qu'il avait d'autres immeubles aussi dans la ville, etc. Donc bon, bref, on a un peu discuté, parce que c'est toujours intéressant d'en savoir un peu plus sur le quartier, ces choses-là, etc. Sauf que ça a l'air d'être un mec qui justement fait un peu comme nous de l'immobilier, qui était un peu plus vieux, doit avoir une quarantaine d'années, je pense. Et on en reparlera jeudi, mais forcément, quand on dit qu'on est proprio des locaux en face, il nous a regardé à 2 fois, en fait, vous êtes sûr? Toujours un a priori de... La priorité d'être jeune. Et bon, bref, au final, il a été très cool. Il nous a dit que... Parce qu'en fait, avant,
j'avais bien repéré que ce truc-là, pour moi, la grille se fermait. C'était pas une option, en fait, de se garer. Mais ça fait 2 semaines qu'effectivement, le portail est ouvert. Et dans notre malheur, du coup, on a eu de la chance. C'est que, on a pu manœuvrer. On s'est présenté le propriétaire, du coup, est venu à nous. Et il nous a dit, oh, bah oui, allez-y, faites votre manœuvre. Je sais que c'est galère et tout. Donc, ça, franchement, c'était royal. C'était royal. Ouais, clairement, ça nous a sauvé la journée. En plus, vous savez, quand on va aux déchetteries, c'est toujours un grand moment où vous êtes en contact avec les fonctionnaires de la mairie, avec leur cadre assez Strict, ferme, où en ouais. fait il faut mettre le carrelage dans un bac, le placo dans un autre, le verre dans un troisième. Et nous, forcément, on avait fait de la démolition, donc on avait quand même trié un minimum, parce que je sais que le bois, c'est avec le bois, le ferraille avec la ferraille. Mais par exemple, les sacs de gravats, globalement, on a fait des sacs de gravats, parce que je pensais qu'ils avaient une benne à gravats, et pas qu'on devait se retrouver à mettre le placo dans l'un et le reste des gravats dans l'autre, parce que quand vous pétez un mur, des fois vous avez pas du placo, il y a du carrelage dessus, des fois derrière vous pouvez avoir un peu de mortier, enfin vous avez beaucoup de choses quand vous faites de la démolition. Et c'est vrai que honnêtement ils ont été très cool, parce qu'ils Ils étaient nous ont trop même sympas, je aidé trouve. à décharger la remorque, du coup ils nous ont fait gagner un temps précieux. Ils étaient trop sympas et en plus, moi, ma maman, elle est RH dans une collectivité, du coup, qui fait justement le tri de déchets pour plusieurs villes. Et du coup, forcément, nous, on est quand même sensibilisés à la déchette. Moi, ça me paraissait évident quand j'ai rempli les trucs qu'il fallait pas... Qu'en gros, si on arrivait et que tout était mélangé, ils allaient nous faire éventrer les sacs et nous faire trier sur le truc. Donc, je m'étais dit, bon, on va essayer de trier un minimum. Juste, c'est vrai que le truc des gravats, mais ils ont été trop cool à la Ouais, fin. parce qu'à la fin ils nous ont dit, vous savez quoi, allez, mettez-le votre sac et c'est pas grave, on n'en parle plus. Mais c'est vrai que pour le coup, enfin je suis déjà allé souvent à la déchetterie. C'est vrai que pour Limo, on n'a pas souvent fait de la démolition, mais Moi, je c'est veux la dire, première fois que moi je je suis viens à allé la plein de fois à la déchetterie. déchetterie quand j'étais plus jeune, pour aider les parents Oui, à ouais, voilà, faire les ouais. travaux et trucs comme ça. Mais c'est vrai que je savais que globalement il y a les meubles d'un côté, les encombrants, le bois, la ferraille, les gravats. Mais là, honnêtement, il y avait un nombre de bacs, genre même pour le bois, il y avait 3 bacs différents. T'avais globalement tout ce qui est bois vert, t'avais les bois traités et t'avais les meubles. T'avais encore un autre bac pour les encombrants, t'avais 2 bacs différents pour la ferraille en fonction du type de ferraille, et pour les gravats, il y avait genre 3 bacs différents. Donc j'avoue qu'à la fin, même quoi, quand tu finis par faire de la démolition, si tu veux vraiment tout anticiper, ça devient un vrai casse-tête, quoi. C'est ça. Et en vrai, pour le coup, ils ont été vraiment sympas, je trouve. Enfin, faut le dire aussi quand il y a des fonctionnaires qui sont cool. Généralement, les contacts que j'ai avec les fonctionnaires, c'est des Corinnes de 60 ans qui sont pas très aimables. Eux, là, ils étaient Ouais, super franchement, ils ont cool. été cool. En plus, on a fait 3 gros allers-retours avec la remorque, parce qu'ils Ils ont nous ont rien dit, dit, en vrai. normalement, on est limité, je crois, à 2 mètres cubes par jour. Franchement, sans exagérer, je pense qu'on a dû faire 5 mètres cubes. Mais tu Après, sais que ça, je trouve ça chiant parce qu'au prix de la TOM, en vrai, enfin, si t'es pas professionnel, en soi, tu pourrais venir quand oui, c'est tu ça. veux, quoi. Plus la règle des 2 mètres cubes par jour, en fait, c'est génial. Mais nous, en fait, on bloque une journée, on va pas revenir le lendemain parce Tu sais qu'il que m'a trop fait on a rire parce que dépassé le quand quota. il a dit les limites, j'étais là, mais comment est-ce que un moldu peut savoir combien ça représente de gravats, de trucs et après il a dit ouais, deux bons gros passages. Après, on a été malin, on n'y est pas allé, parce que je sais que les jours qui sont blindés, forcément, c'est samedi, dimanche. On y a été un vendredi. En plus, on est en hiver. Il y avait quasiment Ouais, il y avait personne. personne. Ouais. Et ça, c'est le genre de truc où, honnêtement, on voit l'avantage de plus avoir les jobs et de pouvoir s'organiser comme on veut. C'est qu'on prévoit de faire la déchetterie un vendredi où on sait qu'il y aura personne. Et ça, c'était vraiment game changer, parce que manœuvrer avec la remorque, si la déchette était blindée, parce qu'on est samedi après-midi et que les gens Rien qui que faire la travaillent ont queue, décidé c'est d'aller chiant. jeter leur bois vert ou de Ouais. faire du tri dans leur garage, c'est une galère. C'est pas ça, c'est que les horaires déjà ils sont fermés entre midi et 2. Nous, je pense que le temps qu'on récupère la voiture, la remorque, on est arrivé, il était 10h30, 11h, le temps qu'on charge tout ce qu'on avait à charger. En fait, on a raté le premier passage parce qu'en fait, il était midi et en fait, ça n'a pas ouvert avant 14h. Ouais. Mais du coup, nous en avons profité pour faire un énième devis clim et ce monsieur-là, il nous a posé la clim chez nous, donc on va voir ce que ça donne au niveau du tarif. Mais c'est bien aussi, tu vois, parce que pour le coup, je crois que ça durait 10 minutes, même pas, la clim avec lui. Ah ouais, le devis, ça a été express, parce que c'est l'avantage quand vous commencez à avoir de l'expérience en travaux, c'est qu'en fait, vous réfléchissez aux problématiques que va avoir l'artisan avant qu'il vienne. C'est-à-dire que globalement, typiquement poser une clim, c'est quelque chose qu'on sait pas faire. Et puis bon, Pas envie de honnêtement, faire. pour parler même avec beaucoup de gens qui sont bricoleurs, je connais pas grand monde qui pose les clims soi-même, tu vois. C'est quand même un truc un peu particulier. Globalement, par contre, je sais
qu'est-ce qu'il a besoin, je sais quelles vont être ses problématiques. Et il lui faut une arrivée électrique depuis le compteur, il faut qu'il puisse mettre un groupe extérieur à un endroit. Au niveau du split intérieur, il faut qu'il ait une évacuation pour l'eau, donc enfin pour la condensation globalement qu'il y aura dans la clim. Donc faut voir aussi où les gaines vont passer dans le faux plafond en fonction des endroits, s'il y a des poutres porteuses, des trucs comme ça. Donc forcément, ça c'est des questions que je m'étais posées avant de le faire venir. Donc forcément, quand il est arrivé, ça passait 10 minutes parce que je lui dis voilà, le groupe extérieur vous le mettez là, le split intérieur vous le mettez là, l'évacuation pour l'eau de la condensation vous la faites passer là, l'arrivée avec l'électricien s'en occupe, il vous la mettra ici, les gaines vous les faites passer en ligne droite dans ce faux plafond à tel endroit, on mettra un coffrage, etc. Donc forcément en fait on gagne un temps de fou. Et c'est là que quand vous faites des travaux, c'est toujours un bon conseil que je donne, c'est soyez le plus précis possible, réfléchissez à tout en amont. C'est comme qu'on a fait les devis avec les électriciens, bon ça a pris un peu plus de temps parce qu'il y avait plus de choses à voir, mais globalement quand l'électricien est arrivé, on avait même fait les croix sur le placo au crayon pour montrer où on voulait les prises. On avait fait la liste qu'on avait écrit pour nous-mêmes avec le nombre de lignes qu'on voulait, qu'est-ce qu'on prévoyait exactement. Du coup en fait on gagne un temps fou et ça évite déjà de passer 1 heure avec l'artisan et ça permet d'avoir un devis le plus précis possible, parce que plus vous êtes précis dans le rendez-vous avec l'artisan, plus quand il va devoir se rappeler de votre rendez-vous quand il fera votre devis, entre guillemets, il se souviendra exactement de ce qu'il y avait et en fait vous gagnez un temps précieux quoi. C'est ça. Donc voilà, donc écoute, on avance cette semaine, moi je dois monter à l'hôtel, j'ai pas très envie. Et ça va me bloquer 2 jours, donc je pense que moi j'y serai pas trop cette semaine, mais toi tu vas pouvoir y être parce que du coup on a profité, on a ramené le placo. Ça pèse un âne mort le placo. Pareil, on a pris les sacs de réagréage pour pouvoir poser le parquet. Juste on n'a pas pris les paquets de parquet, pardon. Ça faudra peut-être qu'on rechoppe là. Ouais, faudra qu'on y retourne après. Ça m'a fait rire parce que les sacs de mortier de réagréage, bon c'est des sacs de 25 kilos et Marie m'a dit non mais ça super lourd. Ça pèse un âne mort, je suis désolée. Et moi j'étais là bah non pas du tout, parce qu'en fait faut savoir que moi je fais de la force athlétique et quand on charge nos barres de powerlifting, les plates qu'on utilise, en gros les plates les plus lourdes qu'on utilise et qu'on met en priorité sur la barre, c'est des plates de 25 kilos. Donc moi vu que j'en manipule vraiment tous les jours à la salle, j'étais là bah non vraiment les sacs ils sont pas lourds du tout. Le truc prenait ça comme si ça pesait rien là, moi j'étais pour 3 paquets mis dans la remorque, moi j'étais toujours au premier, tu sais. Ouais c'est ça. Enfin bon. Bon, donc d'où l'intérêt de faire du sport quand vous devez faire des travaux. C'est clair. On s'est rappelé d'un truc aussi cette semaine, c'est que, en plus je vous avais montré il y a pas longtemps, on a acheté une boîte à clés, parce qu'avant on avait un vieux sac où tout était mélangé. C'était le bordel à la fin. Ouais, de 15 immeubles dedans. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait acheté sur Amazon un paquet de 100 porte-clés où on peut écrire du coup à quoi ça correspond. Et c'est vrai que ta mère, elle avait dit, tu comptes pas en acheter autant quand même. Et lui, il avait dit si. Ouais, parce qu'on a acheté ça, on l'a commandé, je pense, en 2019, ce truc. C'est ça. Et là, ça y est, on a fini. Et moi, c'est ça, on avait commandé un paquet de 100 en 2019. Et là, ça y est, on vient d'arriver au bout. Ouais. Donc bon, on n'a pas acheté 100 lots depuis, mais forcément, il y en a des fois, il y a eu des doublons, etc. Doubles et tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on a utilisé les 100 porte-clés. Et ça, déjà, je trouve que c'est une perf en soi, tu vois. C'est vrai, ça m'a jeté la finesse. Comme quoi, il faut toujours voir loin, parce que quand j'avais commandé sur Amazon, il y avait paquet de 20, paquet de 50, paquet de 100. Je trouvais que t'avais overshoot ce jour-là, ah ouais, non, moi j'avais eu la vision, je me suis dit, je vais acheter un paquet de 100, on fait des économies d'échelle et je suis sûr qu'on les utilisera tous. Et performance atteinte 7 ans plus tard. Ce mois-ci, 7 ans plus tard, on est arrivé au bout de ce paquet, donc on va devoir en recommander un paquet de 200 du coup cette fois, pour avoir la vision encore plus long terme. Ah non, arrête. Enfin bon, ça c'était pour la petite anecdote. Et puis c'est très marrant. Ouais, j'avoue. Cette semaine, on a posté un réel sur la fouserie. D'ailleurs, on vous invite à aller le regarder parce que nous, ça nous faisait rire. Je pense qu'on a vexé un nombre d'agents immo. Ah ouais, il y avait la team en moins dans les commentaires. Nous, on répond même plus, en fait. Ils s'embrouillent entre eux, tu vois. Et c'était un réel, en gros, un peu humour, avec Cillian Murphy, pour ceux qui voient. C'est le mec qui joue Tommy Shelby dans Peaky Blinders. Et c'est un acteur qui est connu pour être un peu... nonchalant, et du coup il a une tête en mode il est saoulé par ce qu'il entend. Et en gros le réel c'est quand l'agent IMO me demande un préaccord de financement, un truc comme ça. Ouais, en fait le réel, parce que du coup tu l'as pardon, expliqué. Le réel en gros c'est quand tu vas visiter un bien, que l'agent immobilier te demande un préaccord avant de visiter, que le banquier te demande de signer le compromis pour te donner l'accord de financement, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, et ça nous faisait rire parce qu'en fait c'est une problématique qu'on voit vraiment tous les jours. Déjà nous, ça a pu nous arriver, puis je vois avec les investisseurs avec qui on travaille,
il y a tout le temps des agents IMO qui vont demander un accord de la banque avant la visite ou avant la signature du compromis. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je n'ai quasiment jamais donné d'accord de financement avant la signature de compromis à un client, sauf des clients qui pesaient genre 10 millions d'euros, ce qui concerne 0,0001% des clients. Donc je sais pas comment font ces agents immobiliers pour travailler, mais un banquier ne donne pas un accord de financement tant qu'il a pas étudié le projet, parce que en plus les agents immobiliers dans les commentaires ils venaient chouiner en disant mais non, ça permet de faire gagner du temps à tout le monde, ça évite que l'acquéreur soit déçu en se rendant compte qu'il n'est pas finançable, que le vendeur perde du temps en s'engageant avec quelqu'un qui ne l'est pas, et que le banquier peut parfaitement étudier le dossier en amont. Bah non, parce qu'en fait une étude du dossier pour un banquier c'est pas uniquement étudier les revenus de la personne, parce que le banquier il vous donne jamais un blanc-seing en mode bah vas-y tu gagnes 3000 par mois, tu peux acheter tant, je te financerai sans souci. Il regarde le projet. Alors oui, effectivement, si vous avez les revenus, ça aide énormément pour le projet, mais si par exemple vous alliez acheter, je sais pas moi, une péniche, un château, un bien qui était beaucoup plus cher que le marché, ou un truc où en fait il y a 95% de travaux dedans, c'est pas parce que vous avez l'enveloppe du point de vue de le financement que le banquier est obligé de financer. Et même moi, je l'ai déjà vu des fois, même pour les localisations. J'ai déjà eu, alors pas pour nos projets, mais pour des projets de d'autres investisseurs, j'ai déjà vu des banquiers qui ont dit non à cause de la localisation. C'est-à-dire qu'en gros, les revenus de l'investisseur suffisait à couvrir l'enveloppe, mais le banquier a dit non, je financerai pas parce que je veux pas vous financer un investissement locatif à tel endroit. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc toutes ces raisons font qu'un banquier ne donne jamais d'accord de financement avant la signature d'un compromis et l'étude d'un dossier complet. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit tout le temps. Et visiblement, il y avait la team agent immobilier Instagram qui était pas d'accord. Ouais. Et ça nous a fait rire parce qu'en plus, on leur répond même pas parce que bah là, forcément, je prends 3-4 minutes pour vous l'expliquer. Je vais pas perdre une heure à leur expliquer en commentaire. Je veux dire, si les mecs qui sont agents immobiliers qui savent pas ça, entre guillemets, c'est pas moi qui dois pour les aider, quoi. Tu sais qu'en plus, enfin, moi je le vois un peu comme ça, mais je trouve que c'est très déplacé de demander ça. Enfin, pour moi, du coup, ça montre que c'est pas très enfin, que l'agent, il est pas très professionnel, parce que lui, son intérêt, c'est que ça se vende. Alors, ok, il est souvent du côté du vendeur, mais la vérité, c'est que déjà, moi, il me refroidit un peu s'il nous demande un préaccord, tu vois. Enfin, je veux dire, Bah, c'est une question. En fait, je trouve que ça ne se pose pas, c'est comme si c'était mal poli de poser ça, tu vois. mais complètement, pour moi, c'est un manque de professionnalisme et puis c'est un aveu d'inexpérience dans le process de vente. Enfin, je veux dire, l'agent immobilier, il a pas dû faire beaucoup de ventes si à chaque fois il a demandé un préaccord de financement, parce que enfin, je veux dire, ça n'arrive pas. La seule chose qu'il peut éventuellement avoir, et ça encore, ça va concerner que les résidences principales, c'est qu'effectivement, quand quelqu'un achète une RP, il va aller voir son banquier pour faire une simulation avant. Mais je veux dire, voilà, à ce moment-là, t'es un banquier qui ne fait que des résidences principales et t'as jamais travaillé avec un investisseur locatif, parce que l'investisseur locatif ne va pas faire de simulation avant, parce que naturellement le banquier déjà il peut pas forcément être chaud pour financer une RP. Si en plus tu vas le voir juste pour avoir une enveloppe d'un investissement locatif où tu sais toujours pas ce que tu vas acheter, appartement, immeuble, combien, quelle zone, bah le banquier va jamais te donner de préaccord. Et autant j'accepte la question, tu vois, je trouve que c'est normal qu'un agent IMO pose la question Ouais, à son... comment est-ce que tu comptes le financer ou Comment quoi, est-ce que ouais. tu comptes le financer? Quel montant? Est-ce que vous avez de l'apport? Quelle est votre expérience dans l'immobilier? Quelle est votre profession? Voilà. Si jamais vous n'êtes pas en CDI, depuis combien de temps vous faites ce métier, etc. Ça, c'est des questions que j'accepte. C'est normal. Tu vois, même nous, on a vendu un bien. Ça faisait partie des questions que je posais au prospect. Par contre, le prospect qui visitait l'appart, je vais pas lui dire, ah non, non, vous venez avec un accord de financement pour visiter. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, tu vois, tu sais jamais qui t'as en face, genre le mec, tu le connais ni d'Ève ni d'Adam, et tu dois lui donner des infos sur ta capacité de financement, Ouais, qu'est-ce moi, que t'as, enfin je sais pas, là où t'es bancarisé, enfin moi je suis là. exactement. Moi, j'ai déjà vu des vendeurs qui demandaient votre dossier bancaire pour le donner à un courtier que vous Mais connaissiez pas. tu te rappelles pas que ça nous est arrivé, Ça nous est arrivé, on n'est pas les seuls, hein. Certains investisseurs qu'on accompagne, ça leur est arrivé également d'avoir ce type de déconvenu. Et moi, je dis toujours, vous ne donnez pas les papiers, ça ne concerne pas l'agent immobilier, ça ne concerne pas le vendeur, et ça concerne pas son courtier non plus. Enfin, je suis désolé, Et puis mais attends, c'est des documents qui sont sensibles. oui Un voilà, banquier, surtout, il passe des agréments pour avoir le droit de regarder ces ces documents-là papiers-là, qui ouais. sont sensibles. Il y a aucune raison que parce que vous achetez un appartement, parce que vous achetez un immeuble pour faire un investissement locatif, on vous demande ces papiers-là pour la visite ou même pour la signature du compromis. J'ai pu voir des notaires aussi, ça m'étonne encore plus, tu vois, mais comme quoi des C'est fois... chaud parce que ça c'est une profession réglementée quand même. Alors, le notaire, il demandait pas Ah, j'ai cru que tu il disais ça. demandait pas le dossier bancaire, mais il demandait un préaccord de financement.
Et pareil, le notaire. Et quoi, il est agent immo, lui, ou... Non, mais c'est ça, parce que soi-disant, il voulait pas faire de compromis pour pas, entre guillemets, faire un compromis et que ça n'aille pas, et que ça n'aille pas au bout. Mais en fait, c'est leur job. Je veux dire, si les notaires, ils sont assis sur une profession réglementée où en fait, ils ont pas de concurrence parce qu'ils sont Mais officiers oui. ministériels, Mais qu'ils ont oui. des honoraires, des honoraires indexés sur le montant de la vente, en fait, ça couvre les cas où ils ont rédigé un compromis et que Et que ça ça aille n'ira pas pas au au bout et que bout. du coup, ils seront pas payés. Enfin, ça, c'est vraiment des trucs, je France, comprends quoi. pas. Ouais, j'avoue. Bah, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ce réel-là, parce que vraiment, on a eu la team moins. En plus, ça me fait trop rire parce qu'ils s'embrouillent les uns les autres. Tu Ouais, vois, du t'as coup, la c'est team qui est de notre côté et t'as la team qui est... Moi, je demande un préaccord pour éviter les touristes. Ah, d'accord. ouais, non, mais c'est très marrant. On va faire un truc qu'on n'a pas fait depuis très très longtemps. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on a arrêté. Je pense qu'on a arrêté quand on a changé le format. Non, on en faisait, je pense, jusqu'à l'automne, et je sais plus, je crois qu'à un moment donné, on avait un peu moins de questions, et du coup, on est passé enfin, on a eu aussi plus d'actu, je pense, depuis, mais c'est vrai que les questions d'abonnés, ça fait un petit moment qu'on n'avait plus fait. C'est ça. Et là, j'ai une question d'abonné. D'ailleurs, si vous voulez nous poser des questions pour qu'on y réponde dans le podcast, n'hésitez pas à nous écrire par DM sur la Fouserie sur Insta. Là, on a eu comment détecter les faux dossiers de locataires, au moins des tips. Merci. Alors, oui, ça, c'est une question qui est Je pense intéressante. qu'on fera un épisode entier sur choisir un locataire. Il me semble qu'on en a déjà fait, mais faudra Ouais, qu'on le mais refasse. je pense que ça sera l'heure de le remasteriser, surtout que le marché locatif a un peu évolué, hein, parce que je pense que c'est un épisode qui date de 2024, hein, donc Ouais. ça commence à faire pas mal de temps qu'il est, même 2023, je pense, hein, Manus, au tout début du podcast. Bref, comment détecter les faux dossiers de locataires? En fait, vous allez devoir un peu faire un travail d'investigation et toujours se dire que bah forcément l'appartement, en fonction de sa zone, en fonction de l'état, en fonction du loyer, vous savez un peu en tête un profil qui sera intéressé par l'appartement. Si dans les candidats que vous avez un profil qui ne correspond pas à qui ça doit se louer, je vous donne un exemple simple. Vous avez un appart, c'est un studio dans une ville étudiante proche des facs, et en fait vous recevez un candidat pour louer l'appartement. Il n'est pas étudiant, il gagne soi-disant 10 000 euros par mois, et en fait il a 40 ans. Il y a un truc qui colle pas. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi le premier point pour détecter des faux dossiers, c'est se retrouver sur des profils qui correspondent pas du tout à la typologie de votre bien. Ça déjà pour moi c'est un premier warning. Et j'ai pu le voir notamment sur des dossiers où par exemple sur ce qui s'est avéré être un faux dossier, l'appartement était dans un petit immeuble, c'est plutôt un appartement sympa, un appartement T2 rénové à neuf, etc. Mais dans une zone assez rurale. Le loyer avait été mis plutôt sur la fourchette haute pour tester un peu le marché local par l'investisseur. Et il a eu une demande de la part de quelqu'un qui voulait déménager très rapidement, d'arriver de Lyon dans cette zone rurale, qui soi-disant avait une mutation professionnelle. Il avait donné tous les documents comme quoi il était toujours engagé par l'entreprise. Moi déjà ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille, parce que quelqu'un qui voulait absolument un appartement dans une zone rurale en arrivant d'une grande ville, bah en fait c'est bizarre, parce qu'en fait les gens qui arrivent des grandes villes, ils savent que dans les zones rurales c'est plus facile de trouver un appart, il y a moins de concurrence, t'as le temps de venir le visiter, t'as des fois même l'opportunité de faire une contre-visite, ce que tu peux pas faire quand tu vas louer un appart à Paris, Lyon, Toulouse. Mais globalement quand t'es dans une zone voilà un petit peu reculée, t'es pas forcément au milieu de rien, mais bon t'es pas dans une ville ni même une grande ville, à ce moment-là t'as le temps. Les apparts ils partent pas du jour au lendemain, c'est normal, c'est un marché qui est un petit peu moins saturé. Et déjà je trouve bizarre quelqu'un qui est très pressé pour avoir un appartement, voire des fois quelqu'un qui le prend Tu sais que moi, c'est un red flag, hein, quand ils me disent je suis très pressée et tout, je suis là, oula. ouais c'est ça, ou qui le Oh là prend là. sans visiter, tu Oui, sais. insupportable. Ça, vraiment, c'est red flag complet. Parce que généralement, C'est ils ça. sont Après, en galère. il y a toujours des exceptions. Par exemple, la personne qui habite loin, qui va vous demander une visite en visio, qui va vous dire je réfléchis, je reviens vers vous, éventuellement si je viens, c'est que je le prends. Ça, moi, ça m'étonne pas. Mais quelqu'un qui, sans l'avoir vu, sans avoir fait de visite, même en visio virtuelle, peu importe, qui veut l'appartement rapidement, pour moi, c'est un gros red flag. Ensuite, dans les documents que vous allez regarder, assurez-vous toujours de la cohérence entre les différents documents. Donc les documents que vous allez demander, c'est contrat de travail, 3 derniers bulletins de salaire, avis d'imposition. Allez, avis d'impôt, généralement. Et là, c'est là où tu vois que si c'est pas raccord avec le bulletin de salaire. Exactement, l'avis d'imposition, c'est plus difficile à falsifier. Il y a un site de l'État qui vous permet de vérifier la véracité, je sais pas comment on dit, Oui, c'est ça. de dire que c'est un vrai avis d'impôt que vous avez sous les yeux. C'est ça. Déjà, Donc ça existe aujourd'hui, vous pouvez le faire vérifier. Donc souvent, ils vont pas forcément
retoucher l'avis d'impôt, ils vont se concentrer sur contrat de travail et Bulletin de sur salaire. bulletin de salaire. Déjà sur contrat de travail, bulletin de salaire, vérifiez que le loyer qui est le revenu pardon, le salaire qui est indiqué sur le contrat de travail correspond à ce que vous avez sur les bulletins de salaire. C'est une grosse différence, c'est bizarre, hein, si le mec il est censé être payé au SMIC dans son contrat de travail, mais que vous avez des bulletins de salaire à 4 000 € par mois, il y a un truc qui colle pas, parce que même s'il a été augmenté, vous pouvez pas avoir une telle différence. Également sur le contrat de travail, vous avez du coup le nom de l'entreprise, le SIRET. Pensez à taper le SIRET sur internet, d'aller voir sur Papers ou sur société.com si la société C'était pas existe encore. fermé, ouais. Là, dans le dossier auquel je pense, dont je vous parlais de la personne qui est arrivée de Lyon dans une zone rurale, c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'en fait la société, on s'est rendu compte qu'elle est en redressement judiciaire. Donc ça voulait pas dire qu'elle n'existait plus, mais déjà c'était un petit warning parce qu'on se dit c'est bizarre, il est salarié d'une entreprise qui fonctionne pas très bien, donc est-ce qu'il est encore vraiment salarié, sachant que dans les procédures de redressement judiciaire, souvent les salariés sont licenciés parce que justement on essaie de faire des économies. Et moi je disais sur le bulletin de salaire, du coup, moi ce que je regardais avant quand j'étais en commissariat aux comptes ou en audit, déjà du coup faut regarder la base par rapport au net, voir si le taux de charge était cohérent. Pensez à regarder les congés payés, mais quand vous falsifiez un bulletin, souvent ils oublient le compteur des congés payés d'un truc à l'autre, et si ça bouge pas, c'est que c'est sûrement C'est qu'ils ont repris falsifié. le même bulletin et qu'ils l'ont Et juste modifié c'est le mois. ça, et ils ont modifié le mois. Pareil, regardez un peu la typologie, la grosseur des chiffres. Les couleurs. Les couleurs exactement, l'alignement souvent aussi. Si vous voyez un truc en décalé, il y a peu de chances que ce soit un vrai truc parce que c'est très formalisé. Et ça déjà, après je pense qu'ils vont, généralement il n'y a pas des aussi bons faussaires que ça, mais moi c'est ce que je regarde généralement sur le bulletin de salaire pour être sûr que c'est cohérent. Oui. Après, globalement, il n'y a pas de logiciel qui permet de vérifier Non. les bulletins de salaire parce qu'en fait, il y a trop de logiciels différents. Je sais pas, il y a peut-être quoi, il doit y avoir une dizaine de logiciels qui font des bulletins de salaire, j'imagine. Oh, carrément plus, je pense. Plus, ouais, tu vois. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup de bulletins différents, surtout qu'en fonction des branches, en fonction des secteurs d'activité. En fonction des activités, en fait, vous avez des réglementations qui s'appliquent. Pareil, par exemple, si je regarde ton bulletin de banque et moi mon bulletin de compta, moi il était beaucoup plus succinct que le tien. Ouais. Parce que toi t'avais 15 milliards d'avantages En plus, j'étais supplémentaires. cadre, toi t'étais non cadre. Voilà, c'est ça. Et moi le mien était simplifié alors que le tien il était exhaustif. Donc toi ton bulletin il faisait 3 pages, quand le mien en faisait qu'une, quoi. Donc Et moi, dernière chose, qui en général la première chose que je fais, qui me permet, je pense, de détecter au moins 7 faux bulletins de salaire sur 10, c'est je compte les centimes. Ça, c'est un truc facile à faire de tête. Ouais. C'est que vous regardez globalement le salaire brut et vous regardez le salaire net et juste vous vérifiez que globalement, juste en additionnant les centimes, vous tombez juste. Si vous tombez pas juste en additionnant les centimes, c'est qu'en fait, ils ont essayé de retoucher les chiffres et qu'en plus, ils sont pas bons en maths. Mais ça peut paraître con, mais la plupart du temps, justement, le faussaire, il pense qu'entre guillemets, le propriétaire ou l'agent IMO, il va juste regarder le chiffre à la fin, ou à la limite, il va regarder que le brut est cohérent par rapport au net. Mais globalement, même de tête, il y a tellement de charges que globalement, on vous dit, voilà, le salaire brut, c'est 4 329. On vous dit que le salaire net, c'est 3 130, par exemple. Vous n'êtes pas capable de savoir, vous voyez que c'est cohérent, mais vous n'êtes pas capable de savoir si le calcul est bon, moins de reprendre une calculatrice. Vous prenez juste les centimes du brut, les centimes du net et vous vérifiez par rapport aux centimes qui ont été enlevés dans les charges et vous devez tomber juste. Si vous tombez pas juste, c'est que ça a été retouché. C'est ça. Et après, généralement, ils vont pas aussi loin. Sinon, moi, je le fais jamais. Mais si vous avez un doute, vous pouvez appeler, parce que j'ai une copine qui a fait ça il y a pas longtemps. Elle avait un dossier. D'appeler la boîte. Ouais, elle a appelé la boîte et la dame était là. Ah, je suis confuse, mais on connaît pas de monsieur Tintin. Donc, elle était là. C'est que c'était des faux papiers, quoi. Oui, pareil, ça peut marcher avec les documents d'assurance. Ouais, on a eu le cas sur justement un dossier où le candidat locataire avait donné ce qu'on appelle une GLI inversée, Ouais, donc c'est une ça. garantie loyer impayé payée par le locataire, donc soi-disant le propriétaire serait garanti du paiement du loyer. Moi, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est que la compagnie d'assurance, je connaissais pas, j'ai regardé sur internet, ça existait, mais sur le site de la compagnie d'assurance, je ne trouvais pas la GLI inversée. Donc j'étais là un peu bizarre. Par contre, il y avait un numéro de contrat et effectivement, quand on a contacté l'assurance pour vérifier le numéro de contrat, le contrat n'existait pas non plus. C'est ça. D'ailleurs, ça me fait rebondir parce que je pense qu'on est au beau moment de l'épisode. Si vous êtes encore en train de nous écouter, c'est que visiblement vous appréciez ce qu'on fait et si justement vous aussi vous avez peur
des faux dossiers de locataires, que vous voulez savoir vraiment quelle est la méthodologie pour avancer dans vos investissements IMO pour commencer, parce que justement vous dites en fait si je veux commencer à investir dans l'immobilier, je peux pas faire n'importe quoi, il y a une méthodologie à respecter, il faut tout de suite se professionnaliser pour éviter de faire des erreurs, pour faire tout de suite des bons investissements rentables à plus de 10% de rentabilité qui permettent d'avoir du cash flow avec un financement bancaire à 100% qui va permettre d'enchaîner les OP, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bio pour qu'on puisse réserver un appel ensemble et voir éventuellement si on peut travailler, si je peux vous accompagner pour faire de 2026 l'année où vous allez commencer l'investissement immobilier. Très beau placement de produit, Jules. Il est placé parfaitement au bon endroit dans l'épisode. Et dernier point du coup dont on voulait vous parler un petit peu, il y a quelques semaines, on vous a parlé qu'on aimerait bien déléguer la gestion de notre parc IMO. On s'est pas mal questionné sur le sujet avec Jus. Et en fait, on se demande si du coup en assistant, ça serait pas mieux. Parce qu'en fait, on a des expériences sur la délégation dans plein de domaines différents. Et en fait, on se rend compte que c'est quand même très dur de déléguer et que par exemple, la gestion IMO, si c'est pas bien fait, ça va être vite des problèmes quand même. Du coup, on se demande si un assistant, ça serait pas mieux. Tout à fait. En fait, on se rend compte que la responsabilité, ça se paye et c'est compliqué à voir en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, on avait bien en tête que forcément, si on prenait un gestionnaire, il faudrait bien le payer parce qu'entre guillemets, il allait se retrouver avec un niveau de responsabilité qui allait être élevé, que naturellement, quand tu as beaucoup de responsabilités, tu dois avoir une rémunération qui est en face. Le problème, c'est que pour être responsable, faut être formé. Le former, ça prend du temps. Potentiellement, c'est normal si au bout d'un an ça lui plaît plus, il a d'autres objectifs de vie, d'autres activités professionnelles, il arrête, vous devez reprendre à zéro. Et comme tu dis Marie, si jamais ça le fait pas et qu'en plus, malgré qu'il soit censé être autonome, responsable, il ne l'est pas et qu'en fait, plutôt que de régler les problèmes, il en crée des nouveaux, en fait, ça va plutôt nous faire perdre du temps plus qu'autre chose. Et on se dit que finalement, nous, ce qu'on a, c'est que la responsabilité de notre parc IMO, en soi, on veut la garder, on veut quand même garder un œil dessus et on peut pas, même si on voudrait, dans le meilleur des mondes, tout déléguer et plus on entend parler, en fait, on est quand même obligé de garder un œil dessus. Du coup, on se dit, est-ce que finalement, c'est quelqu'un de responsable qui gère en autonomie dont on a besoin ou tout simplement quelqu'un qui est beaucoup moins autonome, beaucoup moins responsable, donc un assistant, et qui simplement va pouvoir nous dégager des tâches administratives, voire des états des lieux, des visites, mais entre guillemets, il est plus autonome dans réceptionner le courrier de préavis, de départ du locataire, de remettre une annonce, de faire lui-même les visites, de choisir le dossier, de faire l'état des lieux, de faire le suivi administratif, mais simplement c'est nous qui gardons cette responsabilité-là, mais simplement on y passe beaucoup moins de temps parce que du coup c'est l'assistant qui s'occupe de faire toutes les tâches un petit peu chronophages qu'il peut y avoir autour de ça. On est en train d'y réfléchir, on pense qu'on se dirige plutôt là-dessus parce qu'au final, un assistant, c'est plus facilement remplaçable. Donc, si justement la personne, ça lui plaît plus, etc., c'est plus facile d'en recruter une nouvelle. C'est plus rapide à former aussi parce que du coup, vu qu'il a moins de responsabilité. La formation du gestionnaire IMO, c'est conséquent. Et en fait, si ça lui plaît plus pour X ou Y raison et qu'il part, en fait, on aura perdu un temps monstre à former quelqu'un pour qu'au final, ça nous échappe, quoi. Donc, Exactement. Donc, au final, on se rend compte même qu'on aurait besoin de potentiellement 2 assistants. Ouais. Un assistant full distanciel, plutôt sur purement de l'administratif, donc sans besoin de se déplacer, et un assistant plus ponctuel qui peut, lui, forcément qui a besoin d'être dans notre région, donc dans la région de Montpellier, par rapport à nos différents biens immobiliers, qui lui aurait potentiellement besoin de se déplacer. On a déjà réfléchi un peu aux rémunérations par rapport au temps que ça prendrait, par rapport aux missions qu'il y aurait. Donc on change un petit peu l'annonce qu'on avait fait dans ce podcast il y a quelques mois sur la recherche de notre gestionnaire IMO. Si jamais vous êtes intéressé d'avoir comme ça un peu un complément de revenu sur une activité que vous pourriez faire avec nous, du coup, soit si vous êtes dans la région, potentiellement sur le poste de l'assistant dont on aurait besoin pour quelques visites, quelques états des lieux, ça peut être aussi aller checker un problème sur un bien, par exemple, je sais pas, on nous a dit il y a une fuite d'eau à tel endroit, est-ce que vous pouvez venir voir, éventuellement c'est l'assistant qui se déplace, pas nous si on n'a pas le temps, et un autre assistant qu'on aurait besoin, je pense 3 demi-journées par semaine à peu près, qui nous aiderait à ce moment-là sur les tâches administratives, suivi des dossiers avec les assurances, rédaction des baux, réponse, permanence téléphonique pour les locataires parce qu'ils appellent quand même beaucoup, etc. Et ça peut être fait en full distanciel n'importe où en France. Donc si vous êtes intéressé, pareil, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter éventuellement sur Instagram. On se fera un plaisir de faire un call ensemble pour voir si éventuellement on peut travailler ou pas. C'est
Exactement. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, à nous suivre sur Instagram, Quitte le Boomer Dream et La Flouserie. On vous partage notre quotidien d'investisseur et on se dit à jeudi pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao.